Donc j'ai le plaisir d'introduire le deuxième orateur, Arnaud Picard, qui est professeur de chirurgie maxillofaciale à Paris 5, qui a été l'élève de plusieurs d'entre nous et qui a eu une formation, comme je disais au début, de chirurgie maxillofaciale, de chirurgie plastique et de chirurgie infantile chez Michel Robert, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis il a pris son envol et il vient maintenant de me remplacer à la chefferie de service à Necker. Donc depuis, il a fait beaucoup de chemin. Donc il nous présente la chirurgie inductive, dont on a déjà parlé, avec la distraction chirurgicale des os de la face et les membranes induites. Et on va encore parler de nos collaborations avec les orthopédistes. Merci Madame de me faire remarquer que j'ai vieilli. Et Monsieur le Président, cher maître, chers collègues, je vais donc vous parler de la chirurgie inductive, qui est un titre qui a été proposé par Patrick Diner ici présent. Et comment définir le mot inductif, en fait. On peut le définir, finalement il s'applique parfaitement à cette communication. D'une part, vous connaissez peut-être la démarche inductive, en fait, qui consiste à partir de quelques cas, d'arriver à des hypothèses ou à des règles cliniques. Et puis, dans le mot inductif, il y a induction et induction, et vous allez voir que la distraction, finalement, induit une ostéogenèse, ainsi que la membrane induite, donc finalement, ça comble parfaitement, enfin, ça répond parfaitement aux objectifs que m'ont demandé de présenter Patrick Diner et Marie-Paul Vasquez. Donc, chez l'enfant, on a grosso modo deux étiologies avec des manques. Soit il faut reconstruire, c'est-à-dire qu'il faut remplacer l'os pour ou d'autres tissus, bien sûr, pour une tumeur, par exemple. Et à droite, vous voyez qu'il y a un manque réel, congénital. C'est un syndrome d'Anhart. Cet enfant n'a pas de langue, il lui manque 2 avant-bras et une jambe, et il faut faire quelque chose. Et donc là, il va falloir créer du tissu. Alors, quand même quelques spécificités liées à l'enfant, et c'est toujours le problème de cette croissance, en fait, qui doit entrer en ligne de compte dans nos décisions thérapeutiques globales, et on va définir une stratégie chirurgicale en fonction de ce schéma global de croissance, tout en maintenant essayer de rattraper finalement cette insuffisance ou cette absence de croissance qui, il y a quand même plusieurs années, était souvent laissée de côté, et on disait, comme le disait Patrick Diner en introduction, ou Marie-Paul Vasquez, je ne sais plus, mais qu'on attendait finalement la fin de croissance pour agir, mais souvent on agissait probablement un peu tard. Ça définit donc des traitements en plusieurs étapes, et avec bien sûr une morbidité de chaque geste qu'il faut définir, qu'il faut anticiper, et avoir l'adhérence, l'adhésion plutôt de l'enfant et de sa famille à toutes ces étapes chirurgicales au cours de la vie. Alors donc, face à ce défaut finalement de croissance, cette absence de croissance, nous devons en créer. Apporte-t-on de l'os, apporte-t-on des greffes, apporte-t-on des lambeaux? On sait que maintenant, maintenant on le sait depuis longtemps, mais dès que vous stimulez finalement les cellules, quelle que soit la stimulation, ça peut être une force, ça peut être dans le cas d'une réaction inflammatoire, eh bien vous créez une prolifération cellulaire. Et on peut parler de chirurgie régénératrice, et c'est ce que présentait finalement Pierre Corr à l'instant. Chirurgie régénératrice qui impose un traitement en laboratoire intermédiaire. Vous opérez, vous envoyez les cellules se faire traiter en laboratoire, vous réimplantez ces cellules. On est quand même limité, comme il le disait, chez l'enfant, par ces techniques. Et il y a d'autres façons de faire de l'os, soit en transmettant des contraintes au niveau des cellules, donc par la force simplement, et ça peut être une force pas forcément en contraction comme dans une synthèse, mais en distraction, et je vais y revenir, soit en créant une réaction inflammatoire au contact d'une membrane, et c'est la technique donc décrite par Masquelet, sur laquelle également je vais revenir. Un peu d'historique sur la distraction osseuse, car c'est un chirurgien italien qui le premier en a parlé. Et c'est intéressant parce qu'il a aussi décrit le premier la technique de la duodéno-pancréatectomie. Donc il s'est intéressé à plein de choses. Et il a allongé également des membres, comme vous pouvez le voir en bas à droite, avec la table dite de Codivilla.
Et puis est venu Gabriel Ilizarov, que vous connaissez évidemment tous, russe, perdu je ne sais plus au fond du Caucase ou en Sibérie, je ne sais plus où, mais peu importe, et qui en 1951, bien sûr sur un malentendu, en pensant contracter, il a distracté un os, il s'est aperçu que le cal osseux, parce que c'est ça le plus important, c'est le cal osseux, pouvait être allongé, et ayant opéré un journaliste italien, je crois, fameux, eh bien, ce journaliste italien a pu le faire sortir vers l'ouest en 80 et lui a permis de diffuser sa technique à l'ouest. Elle a été reprise, bien sûr, par, grosso modo, toutes les équipes d'orthopédistes du monde. Mais ce remodelage, finalement, quand on revient aux déformations rituelles des Incas ou des Burgondes, anciens bourguignons, pour ceux qu'ils sont, j'en suis pas, ou au crâne de la déformation toulousaine, vous voyez, lié au port simplement d'un petit chapeau finalement chez les enfants, enfin chez les bébés, et vous pouvez obtenir des déformations acquises. Donc vous pouvez déformer un os par des contraintes externes, et c'est tout l'objet finalement de ce que fait Ilizarov ou de ce que nous faisons avec la distraction osseuse en ajoutant un système d'allongement en fait, en tout cas guidé. Et l'application au squelette crânio-facial est venue assez tardivement finalement, parce que c'est Snyder, puis ensuite une équipe d'Italiens qui ont appliqué ça, mais chez le chien, et c'est John McCarthy, qui l'a appliqué pour la première fois chez l'homme en utilisant un distracteur externe, unidirectionnel, modifié ensuite par l'équipe de Molina Ortiz Monasterio à Mexico, avec ce système de distracteur bidirectionnel. Et en 93, eh bien, Patrick Diner et Marie-Paul Vasquez ont créé ce distracteur avec l'aide des ouvriers spécialisés de Trousseau, et ensuite l'ont fait finalement développer par des ingénieurs de Leibinger et ont pu le commercialiser. C'est un distracteur qui a été le premier sur le marché en intraoral, et c'est important pour le confort de distraction de l'enfant. Et vous voyez un cas en bas distracté avec ce même distracteur. Alors quelles indications? Quand faut-il créer de la croissance? On attend un bénéfice fonctionnel, bien évidemment, parce que ces enfants, en haut, vous voyez un syndrome de Treacher-Collins, vous voyez que cet enfant est trachéotomisé. Et il y a 15 ans, 20 ans, on disait, bon, bah écoutez, on va attendre la fin de croissance, et puis on fera des ostéotomies, et puis on décanulera à ce moment-là. On pense qu'il est préférable de décanuler ces enfants, parce que la morbidité d'une trachéotomie chez l'enfant est loin d'être nulle. Et socialement, c'est quand même plus agréable de ne pas avoir de trachéotomie. Donc c'est pour nous une indication fonctionnelle, urgente entre guillemets, parce qu'on a d'autres alternatives comme la ventilation non invasive et tout en attendant. Donc nous ne pratiquons pas de distraction précoce, mais on peut agir à des âges relativement précoces, vers 6, 7, 8 ans, à partir du moment où l'anatomie permet d'aller placer un distracteur sans être délétère pour les germes dentaires, c'est important. Et puis le bénéfice morphologique attendu sur une distraction sur cette microsomie hémifaciale en bas, à droite, et vous voyez que vous corrigez en fait d'emblée à la fois l'os, mais également les tissus mous, c'est important. Bien sûr, quand vous n'avez pas d'os, eh bien à ce moment-là, il faut apporter un substitut osseux, mais de l'os, d'autres os en fait, et là on prend un greffon chondrocrustal. C'est aussi une forme de chirurgie inductive qu'on utilise, parce que ce greffon chondrocrustal, eh bien, dans la plupart des cas, en tout cas grandit bien, pas toujours harmonieusement, mais il grandit bien. Et voilà, ça vous permet de corriger l'asymétrie, simplement par l'apport de cette côte. Mais c'est pas elle qui lui a donné à manger, parce qu'elle a beaucoup grossi, cette petite, voilà, comme vous pouvez le voir. Revenons à ces indications fonctionnelles, respiratoires. Encore cet enfant qui a une ankylose temporomandibulaire importante, une rétrogénie, une rétromandibulie marquée. Trois objectifs, même si vous distractez. Le premier, c'est de le sevrer un jour de cette trachéotomie, en libérant les voies aériennes en postérieur. Deuxième chose, c'est d'avoir un accompagnement des tissus mous. Là, votre menton cutané, je dirais, grandit. Et troisième point, c'est que quand vous allez libérer cette
ankylostemporomandibulaire, eh bien, vous allez obtenir un arc de rotation avec un menton qui va pouvoir avoir un certain champ d'action, alors que si vous libérez trop précocement, comme c'est le cas en pré-distraction, eh bien, votre mobilité mandibulaire s'en trouvera évidemment réduite. Donc, c'est une étape dans la stratégie chirurgicale. Autre syndrome d'Anhart que je vous ai présenté aussi tout à l'heure, c'est pas le même patient avec cette petite langue. Une petite langue, ben, qu'est-ce que ça fait? Vous avez forcément des maxillaires qui sont petits, un maxillaire supérieur, une mandibule qui sont étroits, car c'est la fonction qui fait développer votre squelette facial. Deux stratégies, soit on dit on enlève les dents et on aligne les dents et on la laisse avec des maxillaires étroits, ou alors on essaye de gagner de l'os, comme ça a été le cas, par une distraction symphysaire, cette fois-ci, et une expansion palatine, et vous pouvez aligner correctement les dents, et vous voyez un changement aussi morphologique associé avec un élargissement du menton, bien sûr, qui est recherché, mais également une avancée du menton en bas à droite. On peut l'appliquer au maxillaire, donc on l'applique, vous voyez, aux différents segments mandibulaires et également au maxillaire dans cette séquelle de fente, syndrome de Van der Wood, problème d'intégration sociale, l'enfant est jeune, il a 9 ans, il est à l'école, tout le monde se moque de lui, on peut se retrouver dans un schéma de croissance un peu meilleur, donc c'est une étape que nous avons validée et qu'on préfère faire avant et ne pas lui dire on attend 18 ans que tu puisses bénéficier d'une chirurgie orthognatique classique. Non, on préfère le faire avant. Et voilà le distracteur maxillaire en place et la correction. Enfin, possibilité de combiner plusieurs chirurgies. Je vous montre une philosophie décrite par le docteur Diener ici présent, qui va nous permettre, si vous voulez, en fin de croissance. Donc on utilise aussi l'allongement osseux en fin de croissance pour régler souvent des problèmes de stabilité, car dans une microsomie hémifaciale, quand vous n'avez pas de condyle du côté atteint, vous n'avez pas de stabilité chirurgicale à l'issue du traitement si vous faites une chirurgie orthognatique conventionnelle. Donc, c'est-à-dire que finalement, on sous-estime le mouvement à faire au niveau osseux, et seule la distraction va vous permettre de le faire. Et là, on va combiner des ostéotomies, en haut, une ostéotomie de Lefort, qui va permettre d'horizontaliser les choses, et ensuite une distraction d'un côté, une ostéotomie classique de l'autre, une génioplastie pour finir, et vous voyez que vous allez corriger cette microsomie. On s'aide énormément du 3D pour la planification opératoire, ça vous permet de calculer les distances, les angles, les vecteurs de distraction, et c'est un apport monstrueux dans notre activité quotidienne, et ce qui permet d'obtenir un résultat stable. C'est ça le plus important, c'est la stabilité du résultat obtenu. Et voilà, vous voyez le distracteur en place en bas à droite qui a permis d'allonger grandement, chose que vous ne pouvez pas faire avec une chirurgie classique. Et là, vos tissus mous suivent, donc c'est pareil, c'est l'absence de rétraction, ou en tout cas le suivi des tissus mous évite quand même leur participation aussi à la récidive, et le contrôle radio à distance. Deuxième possibilité, et qu'on utilise, enfin quand on n'utilise peu, mais je vais vous décrire quelques cas, la chirurgie de remplacement, et qui nous séduit avec la technique de membrane induite qui a été décrite par Masquelet. Je ne sais pas si M. Masquelet est ici aujourd'hui, parce que je voudrais m'excuser. Je crois que dans le résumé, j'ai marqué que c'était en 2000, mais en fait, c'est le papier qui a été publié en 2000, mais on sait qu'il a commencé en 88, donc je le prie de m'excuser. Donc avec cette chirurgie que vous connaissez, je pense tous, de remplacement osseux, en cas de non-fusion, mise en place d'un spaceur, obtention d'une membrane, comme vous le voyez en haut à droite, et que vous allez, qui va se comporter finalement comme un périoste, et que vous allez greffer en corticospongeux. Alors attention, les études montrent quand même l'intérêt en fait d'une utilisation de cette, la meilleure utilisation de cette membrane à 1 à 2 mois, mais pas après, parce que tous les facteurs de croissance sont concentrés et le maximum de vascularisation au niveau de la membrane est présent à 1 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut en général retirer le spaceur greffé entre 1 et 2 mois maxi. Alors au niveau facial, on est quand même intéressé, et notamment pour la reconstruction mandibulaire, le maxillaire s'y prête pas du tout. Et la condition indispensable est bien sûr l'absence de problème de couverture par des tissus mous.
Et pour nous, sur des enfants qui sont donc en croissance, vous avez, on en parlait tout à l'heure, parfois un volume insuffisant d'apport osseux en cas de chirurgie de remplacement. Le problème d'absence de croissance des lambeaux, vous reconstruisez une mandibule avec un péroné, mais ce péroné ne grandit pas. Alors, on peut distracter ce péroné secondairement, on peut le faire grandir, mais globalement, il ne va pas grandir. Et c'est aussi se garder en réserve, en fin de croissance, la possibilité d'un lambeau. Peu de papier sur la reconstruction par membrane induite dans mandibulaire, un par l'équipe de Bordeaux qui a initié les choses, et puis un case report, vous voyez, de Nancy sur une reconstruction après sarcome des Wien mandibulaire chez un enfant de 6 ans. 2 cas, c'est pas tout à fait du masquelet là ce qu'on va faire, parce que là c'est un fibrome ossifiant juvénile, et l'exérèse est faite finalement avec respect du périoste. Il faut garder quand même l'espace pour avoir une reconstruction guidée, mise en place d'un spaceur, ablation du spaceur rapide, puisque l'os évidemment se recolonise autour du spaceur très rapidement, greffe osseuse, et on aboutit à un volume osseux extrêmement satisfaisant. Et finalement, ça a été un guide cicatriciel osseux, mais c'est pas tout à fait un masquelet. Là, je vous en montre un vrai. Ostéosarcome mandibulaire. J'ai bientôt fini, ostéosarcome mandibulaire chez cette jeune fille, donc qui est en phase de croissance. Et là, on décide, pas pour éviter le lambolie, mais en se disant, on se le garde en réserve, elle est en phase de croissance, on préfère ne pas mettre quelque chose qui ne va pas grandir. Reconstruction par spacer et greffe osseuse, cortico-spongieux, plus bêta-TCP. Et la mandibule, c'est pas comme des os longs avec, vous avez un point fixe en haut et en bas et quelque chose qui ne va pas bouger entre deux. Là, bien sûr, vous utilisez un blocage intermaxillaire, tout ce qui est plus classique, mais il y a quand même des petits mouvements et fonte quand même importante de votre rapport osseux. Et vous voyez l'évolution, on évolue vers une asymétrie qui est quand même pas très belle. Mais c'est pas grave, écoutez, finalement, un cal osseux obtenu par technique de masquelet, ça se distracte, donc nous l'avons distracté. Une génioplastie, on a fait en fait le protocole DOSP décrit par Patrick Diner, et vous symétrisez, elle a une ouverture de bouche normale, elle a un articulé normal, et elle a une cicatrice cervicale, une cicatrice uniquement au niveau de la crête iliaque, mais elle a ses 2 péronés, et c'est finalement peut-être pas inintéressant. Donc en conclusion, l'enfant, on le reconstruit par étapes, il faut bien sûr combiner plusieurs traitements. Je reviens sur ce patient, ce petit Égyptien à qui il manquait beaucoup de choses. On a combiné donc une distraction, puis un lambeau libre, puis une distraction, jusqu'à normaliser la hauteur, puis ensuite la dimension antéro-postérieure du tiers inférieur du visage. Je pense que la chirurgie régénératrice a encore un peu de temps avant de se mettre en place finalement chez l'enfant, lié au problème finalement de traitement des cellules en laboratoire et de leur implantation, notamment chez l'enfant. Ça viendra d'abord chez l'adulte avant l'enfant. Donc nous on travaille à d'autres stimulateurs d'ostéogénèse interne, un distracteur qui a été posé pour la première fois hier et distribué par une société française, et on travaille actuellement à des distracteurs à activation magnétique transcutanée pour éviter d'avoir à toucher la tige de distraction. Et ça, c'est un brevet qu'on partage avec ENSTA et Polytechnique, avec des expérimentations animales à venir. Je vous remercie. Je rappelle Dominique Goga, qu'on n'a pas présenté pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est chef de service donc au CHU de Tours, de chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique, et qui a été un des maîtres aussi d'Arnaud Picard. Bon, tout d'abord, c'est un plaisir, un vrai plaisir de passer après Arnaud Picard, qui fait toujours des présentations extrêmement claires, qu'on comprend bien. Enfin, moi, j'ai tout compris. Et c'était vraiment très intéressant. Parce que l'objectif, finalement, de la restauration d'un visage, c'est qu'il soit accepté par les parents. C'est quand même important, qu'il doit être reconnu par le miroir social de l'enfant. C'est quand même l'objectif principal en chirurgie maxillofaciale pédiatrique et même adulte. Mais ce n'est qu'une première étape
et une étape première que la croissance doit continuer à refigurer et non à défigurer. C'est la raison pour laquelle la démarche est compliquée. La démarche chirurgicale se devait donc d'aller dans ce sens et a conduit naturellement à une interception et à une adaptation de toutes les techniques des spécialités chirurgicales et tout particulièrement les techniques d'orthopédie. La mise au point par le docteur Patrick Diner et le professeur Vasquez de la distraction miniaturisée des os de la face, même s'ils sont très modestes, est une véritable découverte du XXe siècle, parce que ce n'était pas évident du tout, même d'en avoir l'idée, d'arriver à le concevoir, surtout pour ceux qui essayent de faire de la recherche comme peut-être un petit peu chacun de nous. On se rend compte de la difficulté qu'on a à faire avancer un projet. C'était un coup de culot, bien sûr préalablement sérieusement expérimenté, mais surtout un coup de génie qui a permis une reprise de la croissance et qui permet une reprise de la croissance en berne de la face, quelle qu'en soit l'origine, malformative, traumatique ou tumorale, et qui sauve tant d'enfants de l'apartheid social depuis ces 15 dernières années, par un procédé qui apparaît simple, mais qui était vraiment, je le répète, génial. Cette technique permet à l'os qui grandit de devenir le vrai vecteur de croissance de toute la face et d'accompagner la peau, la muqueuse, parce que la muqueuse, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement difficile à faire grandir. C'est sans doute le plus difficile, je trouve, et la graisse. Et loin de se limiter à la chirurgie de l'enfant, nous l'utilisons en pratique courante dans les reconstructions lourdes de l'adulte, enfin couramment en chirurgie de reconstruction tumorale et traumatologique, car cela reste le moyen le plus naturel d'accompagner un gain osseux avec celui du gain des tissus mous de voisinage. J'insiste sur ce travail réalisé par l'équipe de Necker qui a quand même bouleversé notre pratique quotidienne depuis 15 ans et qui a complètement transformé la vision qu'on avait de la chirurgie maxillofaciale chez l'enfant et même chez l'adulte. Et en ce sens, on doit beaucoup à Patrick Diner et à Marie-Paule Vasquez. Je vous remercie de votre attention et on peut ouvrir le débat si vous le voulez. Juste une question. La distraction donc se fait progressivement. L'ossification suit, comme dans le principe d'Ilizarov. Mais au point de vue mise en charge, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut bien manger, il faut bien mastiquer, il faut bien... Quelles sont les conséquences de la mise en charge, car les pressions qui s'exercent sur la mandibule, si je crois les études, sont très fortes. Hein. Alors les pressions qui s'exercent sur la mandibule ne sont pas si énormes que ça, et à la limite, non, il faut... vous parlez de la distraction, là, en fait. Donc sur la distraction, les enfants mangent évidemment des choses molles, mais ils mangent sans aucun problème, ils reprennent une alimentation. Alors, et on n'a pas ces soucis en fait d'os long aussi, éventuellement de surinfection, de retard de consolidation, parce que sur une distraction symphysaire, comme j'ai montré, vous avez le distracteur qui apparaît dans la bouche, donc finalement vous avez une communication quasi directe entre votre foyer d'ostéotomie et le foyer distracté et la cavité buccale, et on n'a pas de problème de consolidation. Donc c'est un os extrêmement vascularisé qui se défend très très bien et donc qui autorise beaucoup de choses. Donc non, ils sont assez peu handicapés. On laisse phase de distraction débuter à J4, 1 mm par jour, et puis ensuite une consolidation de 4 mois à peu près et ablation du distracteur. Je voudrais rajouter, pour répondre à l'histoire de la pression, c'est qu'une hanche, ça supporte le poids du corps. On sait les problèmes en orthopédie de genoux, de hanche, alors que la mandibule, c'est une balancelle, et donc c'est une articulation suspendue. Et la seule chose qui pourrait faire une hyperpression, c'est quand vous avez un articulé qui n'est pas bon, et que du coup vous avez une hyperpression. Sinon, elle est en suspension. Et un enfant arrive à manger en plus, pratiquement sans se servir de sa mandibule. J'avais une question à poser qui est sur le lambeau de membrane induite de la masculée que l'on pratique, qu'on a pratiqué et qu'on pratique chez l'adulte, à ceux qui sont présents ici. En orthopédie, y a-t-il des réactions inflammatoires à cette membrane induite? Parce que je trouve, nous, que nous avons des réactions inflammatoires assez importantes et qui peuvent être préjudiciables au résultat
en sous-muqueux en particulier. Est-ce que vous en avez eu, vous, juste à titre indicatif, parce que je trouve que c'est bloquant, c'est l'élément qui est bloquant. Je pense que la question est peut-être de l'abord pour mettre en place. Le premier cas que j'ai montré, encore une fois, c'est pas une vraie membrane induite, et quand vous mettez votre spacer par voie endobuccale, là on a plus de risques de problèmes. Non mais évidemment, mais des fois, et dans les papiers décrits, c'est souvent ce qui est fait, et je pense que ça conduit à l'échec. Vous reconstruisez immédiatement par votre spacer si vous avez fait une voie d'abord cervicale, après on peut l'enlever et greffer par voie endobuccale, ça pose pas de problème. Mais je pense, enfin je sais pas, ou alors vous êtes en terrain post-radique, ouais, c'est ce qui se passe chez l'adulte, donc ça favorise pas la réussite. Non, on n'a pas eu de soucis, mais c'est à propos de... On a fait 3 cas, je vous ai présenté 2 cas, donc c'est pas beaucoup. En fait. Une dernière question. Oui, j'avais une question sur les transferts libres, puisque tu dis que les transferts libres en fait n'ont pas de croissance au niveau de la mandibule. Comment est-ce que tu expliques ça, puisque les transferts libres osseux sont faits aussi sur les membres et ont une croissance? Les transferts de péroné sont faits sur les hémérus, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de croissance? Est-ce que c'est la polylocalisation? C'est quoi? Alors, on a ressorti, nous, avec l'IGR, en fait, une série quand même un peu conséquente et sur laquelle on doit travailler un peu, et ils aboutissent tous quand même à un retard de croissance qui est quand même assez marqué. On n'a pas le transfert épiphysaire associé, donc en fait, on se retrouve quand même, c'est un transfert diaphysaire pur, en fait. Alors après, est-ce que, je ne sais pas pourquoi sur les membres, en fait, ils grandissent bien, ou est-ce qu'ils grandissent d'ailleurs très bien, c'est une question, parce que en fait, moi, j'ai pas la réponse là-dessus. Oui, ils le font, mais en sachant qu'ils font de plus en plus de membranes induites sur des paires de substances très étendues, même maintenant, et c'est devenu plutôt le gold standard plutôt que le transfert de péroné. Je voudrais poser une petite question de béotien. Quel est le risque infectieux de ces interventions merveilleuses? Vous parlez de la distraction osseuse. Ouais, écoutez, ils sont, je dirais, quasi nuls, mais encore une fois, on est sur la face, des terrains parfaitement sains, et dans un milieu ultra vascularisé, donc on a, pour ainsi dire, peut-être eu un épisode ou 2, mais même pas de retard de consolidation, c'est plus des problèmes au niveau des tissus mous et des tiges, mais on n'a jamais de problème vrai. Je confirme qu'on a eu 0 infection sur les distractions. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup de chance. On aimerait bien.